Imaginez. Plus de lumière. Seul. Et vous entendez. Il est là. Il vous entend. Pas besoin de le voir pour savoir à quoi il ressemble. En une scène, vous comprenez pourquoi les zombies fascinent autant. La perte de contrôle, l'inexplicable, une force surhumaine, inarrêtable. Le zombie est probablement l'une des inventions humaines les plus terrifiantes et aussi l'une des plus revisitées de la fantaisie moderne. On les voit partout, tout le temps, au point qu'à la simple mention de ce mot, on a tous une image en tête. Un souvenir, celui d'une œuvre, d'une époque, d'un moment qui nous a marqués plus que les autres. Pour certains, c'est un jeu vidéo comme Resident Evil. Ou quelques nuits passées sur le mode zombie dans Call of Duty. Pour d'autres, c'est un film comme World War Z. Ou Je suis une légende. Et pour un très grand nombre de personnes, c'est une série devenue incontournable. Une série qui a redéfini le mot zombie. The Walking Dead. Et oui, ces créatures de l'enfer ont plusieurs noms, plusieurs origines et même plusieurs caractéristiques. Et pourtant, elles ont toutes une base commune. Ce sont des anciens êtres humains, revenus d'entre les morts, et qui créent une menace pour l'humanité, pour ceux encore vivants, en apparence toujours humains, mais pour tout le reste, des monstres. Et cette caractéristique, elle n'est pas anodine. C'est la raison même du succès des zombies et de ce qui nous attire chez eux. Parce qu'ils ne représentent pas qu'une menace. Non, les zombies, c'est avant tout un symbole. Le symbole de notre plus grande peur. La perte de notre humanité. Et à travers ce symbole, les zombies seront utilisés sous toutes leurs formes. Et surtout, sous tous les médias. À un stade où on finira par se poser cette question. S'il représente autant un symbole unique, pourquoi le zombie est aussi différent au cinéma, dans les séries et dans les jeux vidéo? Et la réponse est simple. Parce que les médias ne racontent jamais la même histoire et n'offrent pas la même expérience. Au cinéma, le revenant devient un symbole. Dans les séries, il se transforme en environnement. Et dans les jeux vidéo, il représente une mécanique. Pourtant, à chaque fois, à chaque plan, on le reconnaît tout de suite. Il s'agit du même monstre. Commençons alors par son utilisation dans le cinéma et les séries. Si je vous parle d'œuvres marquantes d'Apocalypse et de morts-vivants, vous pensez probablement à Je suis une légende, World War Z, The Walking Dead ou même Game of Thrones. Des projets qui, à leur nom, semblent n'avoir que très peu de points communs. Et pourtant, utilisent tous le zombie de la même manière. Car au cinéma et dans les séries, le zombie n'est généralement pas l'histoire. Il est le contexte de l'histoire. Les morts-vivants ne sont pas là pour porter le récit. Ils sont là pour créer l'environnement dans lequel notre histoire va se dérouler. Attends, je t'explique. Prenons Je suis une légende. À première vue, c'est un film de zombies, de virus incontrôlables, d'apocalypse, etc., etc. Mais en réalité, quand on y regarde de plus proche, c'est surtout l'histoire d'un homme seul, qui lutte contre la folie dans un monde complètement vide. Les infectés, eux, sont là pour expliquer son isolement. Ils expliquent la chute de la civilisation telle qu'on la connaît, ou telle qu'on la connaissait. Ils créent également un danger omniprésent dans son quotidien. Il faut faire attention à tout le temps. Cela crée une tension et un suspense qui accrochent le spectateur. Et les hommes transformés justifient sa quête, son besoin de réparer. Mais ils ne sont jamais le véritable sujet du film. Ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas d'arc narratif, ils n'ont pas d'évolution. Le cœur du récit, c'est Robert Neville. Sa solitude et sa dépression. My name is Robert Neville.
I'm a survivor living in New York City. L'espoir auquel il se rattache pour ne pas sombrer. If anyone is out there, please. Et qui se traduit par sa recherche d'un remède. Il n'y a même pas de cohérence à son plan. Bah ouais. Vaccine trials continue. I'm still unable to transfer my immunity to infected hosts. S'il est seul, comment va-t-il réellement vacciner le monde? Single person that you or I has ever known is dead! Et à partir de là, la vitesse des créatures, leur intelligence, leur apparence ou leur sensibilité à la lumière deviennent presque secondaires. Ce sont des choix de mise en scène, des variations du concept pour une liberté purement artistique. Des détails qui apportent de l'originalité et qui marquent notre esprit sans modifier le message principal. Car dans les histoires de zombies, ce qui nous intéresse vraiment n'est pas le monstre. Il est là pour nous impressionner, nous immerger dans le nouveau monde. Non, ce qui compte vraiment, c'est l'homme confronté au monstre. Daddy, what's martial law? World War Z fonctionne exactement sur le même principe. Les infectés y sont si agressifs qu'ils finissent parfois par ressembler à une catastrophe naturelle, plus qu'à des êtres vivants. Visuellement, c'est spectaculaire. Mais narrativement, ce n'est toujours pas le sujet. Le sujet, c'est la course contre la montre, la recherche d'une solution, la capacité de l'humanité à survivre face à sa propre disparition. Dans un film, le zombie crée le problème. L'être humain raconte l'histoire. I'm scared. How do we know they're coming? They're coming. Ready? Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Lorsqu'on n'a plus 2 heures pour raconter une histoire, mais plusieurs saisons. Un film peut se permettre d'utiliser le zombie comme contexte. Une série, elle, doit par contre l'utiliser de manière plus active. 어떻게 사람을 먹어! Et c'est comme ça que les 2 séries les plus importantes des années 2010 vont suivre des chemins radicalement opposés. D'un côté, The Walking Dead. De l'autre, Game of Thrones. 2 visions du zombie. 2 utilisations complètement différentes du monstre. Et 2 démonstrations de ce qui arrive quand un symbole perd sa fonction narrative. The Walking Dead commence avec une promesse claire. Le monde a changé. L'humanité et les civilisations ont été décimées. Et il ne reste plus qu'une chose. Survivre. La saison 1 va nous servir de pilote, d'introduction au monde d'après. Rick va construire son clan, découvrir le prix à payer pour survivre dans un monde brisé par le virus. Et surtout, va découvrir que le plus grand danger de l'homme est et restera toujours les autres hommes. Why? Les infectés sont là pour briser les barrières, supprimer les codes sociaux et faire ressortir au maximum ce qu'il y a de plus primaire en nous. L'instinct animal. I know what kind of man you are. Que devient l'homme dans un monde sans règles ? Que devient l'homme dans un monde où même la mort n'est plus la promesse d'une fin ? À travers les saisons, les walkers restent omniprésents, prêts à attaquer et tuer le moindre protagoniste imprudent. Mais ils comptent de moins en moins, car lorsqu'un homme tombe face aux infectés, ce qu'il compte, c'est la réaction de ses proches. Les événements marquants sont toujours liés aux personnages. Shane, le gouverneur, Negan. Ce n'est jamais une menace grandissante des walkers. À vrai dire, la série va même assumer de plus en plus le côté accessoire des revenants. On ne cherche plus aucun vaccin, on accepte la réalité du nouveau monde, et surtout, on se met à les tuer avec de plus en plus de facilité. Lorsque dans la première saison, la moindre attaque de 3 infectés déclenchait une panique totale, on finit plus tard par en tuer des dizaines, avec un couteau à beurre. Tuer devient même banal, comme balayer la neige devant sa maison. Parce que les zombies ne sont là que pour confronter les hommes à leur plus grande peur. La perte de contrôle. Plus de confiance, plus de sécurité et plus d'avenir. C'est ça la promesse d'une série sur les zombies. Ils ne sont pas un arc narratif, mais plutôt une contrainte inévitable qui oblige l'histoire à aller dans une direction. Et pourtant, à son parfait opposé, on retrouve Game of Thrones.
Une série qui, dès les premières secondes, va installer la contrainte des morts-vivants pour ensuite chercher au fur et à mesure à s'en débarrasser. Une œuvre tellement centrée sur la politique, les relations humaines et les luttes de pouvoir qu'elle finira presque par oublier son aspect surnaturel. Bien sûr, les dragons sont là pour nous rappeler que nous sommes dans un univers de fantasy, mais ils ne sont pas les éléments les plus marquants de la série. Ce que le public retient avant tout, ce sont les personnages et leur trajectoire. Robb Stark et le mariage rouge. Arya et sa quête de vengeance. Jaime Lannister et sa lente rédemption. Tyrion et ses manipulations politiques. I demand a trial by combat. Pourtant, dès le premier épisode, la série nous présente une autre histoire. Une menace ancienne, mystérieuse et terrifiante, qui existe bien avant les conflits entre les grandes maisons. Les marcheurs blancs. Et cette intrigue n'est jamais oubliée. Au contraire, elle revient constamment au fil des saisons, à travers Jon Snow, à travers Bran et ses visions, à travers chaque rappel de la devise des Stark. Winter is coming. Winter's coming. Winter is coming. Tout est construit pour nous faire comprendre que les guerres entre familles ne sont finalement qu'un conflit secondaire. Un message que Jon Snow va même rappeler dans la saison 7. There is only one war that matters. The Great War. Pendant que les nobles s'entre-déchirent pour le pouvoir, une menace bien plus grande progresse lentement vers le sud, avec la promesse d'un hiver éternel et de la disparition de l'humanité. Until the dead are defeated, they are the true enemy. Contrairement aux zombies de Walking Dead, qui finissent par devenir un simple élément de l'environnement, les marcheurs blancs occupent progressivement une place centrale dans le récit. Ils possèdent une origine, une hiérarchie, un chef, une armée. Et surtout un objectif clair. Ils ne servent plus seulement à contextualiser l'histoire, ils deviennent eux-mêmes une partie de cette histoire. C'est précisément ce choix qui va placer la série dans une situation délicate au moment de conclure son récit. Car après avoir passé 8 saisons à construire cette menace, Game of Thrones reste avant tout une série fascinée par les conflits humains. Ce qui intéresse réellement ses scénaristes, ce sont les rivalités politiques, les trahisons, les alliances et la lutte pour le trône de fer. Les marcheurs blancs représentent donc un paradoxe. Pendant des années, ils sont présentés comme le véritable ennemi, celui qui rend insignifiant toutes les querelles entre maisons. The enemy is real. It's always been real. Mais lorsque vient le moment de conclure l'histoire, la série choisit finalement de revenir à ce qui l'a toujours passionné, les hommes. L'arc des marcheurs blancs est alors résolu extrêmement rapidement, afin de permettre au récit de se recentrer sur Cersei, Daenerys et la conquête du pouvoir. Le problème n'est donc pas que les zombies occupaient une place trop importante. Le problème est que la série leur a accordé une importance considérable pendant 8 saisons, avant de décider que le véritable climax serait ailleurs. Là où The Walking Dead transforme progressivement ses zombies en décors, Game of Thrones fait exactement l'inverse. Elle les transforme en promesses narratives majeures, avant de les évacuer pour revenir au conflit humain qui l'intéressait depuis le début. Et paradoxalement, pour ces œuvres, les zombies ont tout de même un rôle similaire. Créer un environnement, un cadre qui permet de faire ressortir les enjeux humains, une apocalypse, un monde sans règles et une excuse pour justifier la violence gratuite contre nos pères transformés en monstres. Le zombie ne devient plus le sujet, mais le contexte. Le mort-vivant est partout. Mais ça, c'est une forme de divertissement. Parce que lorsqu'on passe de l'écran de cinéma à l'écran d'une console, on se rend rapidement compte que son rôle change complètement. Parce que le jeu vidéo introduit une contrainte que le cinéma ne possède pas, le gameplay. Un film peut utiliser un zombie comme symbole, une série peut l'utiliser comme environnement. Mais un jeu doit avant tout proposer quelque chose à faire aux joueurs. Et c'est là que le zombie devient presque parfait, parce qu'il répond à tous les besoins du média. Il permet de créer des ennemis nombreux sans que cela paraisse absurde. Il permet de créer du danger partout sans avoir besoin de justifier chaque affrontement. Il permet de mettre en scène des combats violents sans poser de questions morales aux joueurs. Et surtout, il permet de recommencer à l'infini. Car un zombie n'a pas besoin d'histoire, pas besoin de personnalité, pas besoin de motivation.
peut en tuer 100, 1000, 10 000, et le système continue de fonctionner. Pour les codes du jeu vidéo, le zombie est une ressource presque idéale. Mais c'est aussi à partir de ce moment-là qu'il commence à perdre sa fonction symbolique. Dans un film, un zombie nous rappelle ce que nous pourrions devenir. Dans un jeu vidéo, il devient souvent un obstacle à franchir, une cible, une mécanique, un élément de gameplay parmi tant d'autres. Et pourtant, il conserve quelque chose que peu d'autres monstres sont capables d'apporter. Le besoin de survivre. Car à armes égales, les zombies sont plus forts et plus dangereux que nous. Ils peuvent surgir de nulle part, sont extrêmement résistants et peuvent nous infecter au moindre contact. Le seul élément qui nous démarque et qui nous permet de continuer, c'est notre capacité à nous adapter. Ici, seule notre intelligence nous permet de gagner. Il faut être prudent, discret et prendre les bonnes décisions. Les munitions sont rares. L'exploration est obligatoire. Chaque couloir est un risque. Chaque porte fermée peut cacher une menace. Chaque balle perdue est un pas supplémentaire vers sa mort. Le zombie, par sa simple présence, nous rappelle constamment que notre vie est en danger et que le seul moyen de survivre est d'avancer malgré cette peur. Et surtout, contrairement aux films et aux séries, le héros peut mourir à n'importe quel moment. Dans The Walking Dead, cela n'aurait aucun sens de voir Rick mourir face à un simple revenant. L'histoire a besoin de lui. Dans un jeu vidéo, cette protection n'existe pas. On peut mourir au premier affrontement, comme au dernier. Alors, le danger est partout. Et c'est précisément là que réside la force du zombie dans le jeu vidéo. Au cinéma, nous observons un personnage tenter de survivre. Dans un jeu vidéo, c'est nous qui devons survivre. Le zombie cesse alors d'être seulement un symbole ou un élément de décor. Il devient une mécanique capable de nous faire ressentir directement ce que les personnages vivent depuis le début. La peur permanente de mourir. Le jeu crée une narration active. Le cinéma propose une expérience de spectateur. Lorsque les jeux de Last of Us se concentrent sur l'exploration de zones couloirs et d'ennemis à affronter ou à contourner, la série, elle, ne peut pas nous offrir ce genre d'expérience. C'est pourquoi les moments de combat sont bien moins fréquents que dans le jeu. Par exemple, il faudra attendre l'épisode 3 de la saison 1 pour rencontrer notre premier clicker. Les affrontements avec les zombies sont toujours spectaculaires, impressionnants, une pure mise en scène. Le blotteur que l'on affronte dans le gymnase se transforme en abomination indomptable sur un champ de bataille. Dans les jeux, c'est intime, étroit et stressant. Avec le cinéma, on est dans les tribunes. Mais les jeux vidéo nous mettent dans l'arène. Resident Evil ont d'ailleurs exploité les deux formes de gameplay possibles avec la mécanique de zombie. Parfois même dans un seul et unique volet. D'un côté, on a le mass shooter ultra-violent, explosif et mortel, qui justifie la moindre mort et explique la quantité d'ennemis improbables. Avec cette forme de gameplay, l'objectif est de créer adrénaline et plaisir par la destruction. Et d'une autre part, on a l'exploration couloir dans un environnement clos, où on joue la proie, et les zombies, les prédateurs. Chaque munition devient alors notre dernier rempart vers une mort certaine. Et chaque lumière, un coin pour se reposer. Deux styles de gameplay qui reposent sur la participation du joueur. Et c'est là que le jeu vidéo possède un avantage unique sur le cinéma. Dans un film, on regarde un personnage avoir peur. Dans un jeu, c'est nous qui avons peur. Parce que c'est nous qui devons ouvrir la porte et trouver la clé. C'est nous qui devons dépenser la dernière balle et viser la tête. Et c'est là que le zombie devient fascinant. Parce qu'il est tellement présent dans notre esprit, dans notre imaginaire, qu'il n'a même plus besoin d'être présent à l'écran pour déclencher des frissons. Le jeu vidéo utilise notre inconscient, nos oreilles plutôt que nos yeux, et le son devient central. Un cri, des pleurs, une douleur, une expression d'une humanité perdue, à éviter ou à affronter.
Parce qu'au fil de la vidéo, on a vu qu'il pouvait être utilisé de 3 manières totalement différentes. Au cinéma, il devient un symbole d'un monde qui s'effondre. Dans les séries, il devient un environnement, un décor dans lequel les acteurs évoluent. Dans les jeux vidéo, par contre, il devient une mécanique. Et pourtant, il s'agit toujours exactement du même monstre. Et cette évolution a une conséquence inattendue. Plus le zombie devient utile au gameplay, moins il conserve sa fonction symbolique. Dans Je suis une légende, les infectés représentent la solitude, My name is Robert Neville. la fin de la civilisation et la peur de perdre son humanité. Dans The Walking Dead, ils servent à créer un monde sans règles, où les hommes révèlent leur véritable nature. Mais dans Resident Evil ou Call of Duty, ils deviennent avant tout des ennemis, des obstacles, des ressources de gameplay. À ce moment-là, les zombies ne nous racontent plus quelque chose, ils nous donnent quelque chose à faire. Et c'est précisément ce qui le rend unique. Parce que peu de monstres sont capables de passer aussi facilement du symbole à la mécanique. Le vampire reste généralement un personnage ou une malédiction. Vampire. Le loup-garou est toujours une menace et un pont entre l'homme et l'animal. Le zombie, lui, peut devenir presque n'importe quoi. Et pourtant, malgré toutes ces transformations, il conserve toujours la même idée, celle d'un être humain qui a perdu ce qui faisait de lui un humain. C'est probablement pour cette raison qu'il traverse les décennies sans disparaître, parce que chaque génération peut y projeter ses propres peurs, No monsters quite like them. parce que chaque média peut l'utiliser différemment, et parce que le zombie n'est pas seulement un monstre, c'est un miroir. Un miroir qui nous rappelle ce que nous pourrions devenir si nous perdions notre identité, notre raison ou notre humanité. Et finalement, peu importe qu'il soit dans un film, une série ou un jeu vidéo, le zombie change constamment de fonction, mais son message, lui, reste toujours le même.